L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le Sénégal, l'Allemagne, Chypre, Israël et la mer méridionale, voilà les articulations de notre émission de ce lundi, le dernier numéro du mois de juin. Vous l'avez compris, c'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Ce lundi, je reçois pour vous Martial Akouté, il est analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Tout juste à côté de Martial, nous avons Charlone Tchénon. Bonsoir. Bonsoir. Elle est également analyste politique et le troisième panéliste de ce lundi est Valdo Agossou. Il est juriste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, chers invités, nous allons commencer par le Sénégal. Après son silence, Amadouba annonce le lancement d'un mouvement d'opposition. Candidat malheureux à la présidentielle au Sénégal, l'ex-premier ministre sort des bois. Martial. Évidemment, il fallait s'y attendre parce que après les élections, Amadouba s'est retenu, ce qui est tout à fait compréhensible parce qu'il faut organiser à nouveau l'appareil politique et savoir comment revenir parce qu'il y a eu un profond changement sur la scène nationale, étant donné que la victoire obtenue par le parti de Bassirou Diomaye Faye semble être comme une véritable sanction. Il faut donc prendre du recul, analyser et puis voilà le dauphin de Macky Sall de retour et qui a déjà commencé à parler d'opposition, d'une nouvelle responsabilité. Dans son discours, on a entendu nouvelle responsabilité plusieurs fois. Comment est-ce que cela va se faire? Qu'est-ce qu'il entend par nouvelle responsabilité? C'est lui-même qui le sait pertinemment. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que déjà dès son choix pour être le dauphin de Macky Sall, il y a eu des divisions au sein du parti et non seulement cela, le parti de Macky Sall a perdu la confiance du peuple et donc il est important de prononcer un discours nouveau, un discours novateur et si cela va se faire, ça doit pouvoir se faire avec des changements qu'on constaterait effectivement. Et là, on a pensé à la création d'un nouveau parti politique avec la sortie de Amadouba de son parti, l'AFDE, de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui va sembler apporter aux populations sénégalaises l'idée d'un changement possible. Et donc, grâce à ce changement, on peut en quelque sorte commencer à accorder une confiance à Amadouba. Et non seulement cela, dans son discours, il a parlé de beaucoup de choses et il parle de opposition démocratique et républicaine. Et ainsi parlant, c'est pour dire que l'opposition que Amadouba entend former ne serait pas comme une opposition de façade? Non, pas d'Ousmane Sonko, où il a parlé d'une opposition qui serait respectueuse de la vie des Sénégalais. Et quand nous pensons à tout ce qui a eu lieu, les appels au soulèvement
Ousmane Sonko et la réplique qui a eu lieu, la situation sanglante dans laquelle le Sénégal s'est retrouvé, on peut se dire que il essaie d'incarner il essaie d'incarner un changement d'une certaine manière, de la vision même que le peuple sénégalais aurait de l'opposition. De toutes les façons, on juge le maçon au pied du mur. On aura le temps, tout au long de ce septennat ou quinquennat, si j'ai bonne mémoire, on aura le temps de voir Amadou Ba à l'œuvre. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Agossou, dites-nous un peu. Après sa défaite au premier tour, il a décidé de reprendre du chemin. Est-ce qu'il a véritablement digéré cette défaite-là? Bon, en fait, ce que je dirais, la situation politique du Sénégal actuellement est un peu compliquée. Nous avons vu un peuple sénégalais qui souhaite un changement, un profond changement. Vu les multiples appels de l'opposition, nous avons vu comment les élections... Un premier temps, on a annulé les élections. On voulait reporter les élections. Finalement, il y avait eu entente. Et les élections se sont bien passées. Amadou Ba, aussitôt perdu, a reconnu sa défaite. Actuellement, le parti qu'il a mené, et comment dirais-je, à cette élection, c'est le parti de l'ex-président Macky Sall. Et dans ce contexte, ce que je dirais, aujourd'hui, les Sénégalais attendent du nouveau président, des nouveaux dirigeants, la mission qu'il les a confiée. Si la sortie d'Amadou Ba, c'est pour réorganiser le parti politique du président Macky Sall, dont il est membre, ou je ne sais quoi, s'il va créer un autre parti pour pouvoir incarner la nouvelle opposition démocratique dont il pense, je dirais ce serait un peu compliqué. Pourquoi? Parce que, le parti de Macky Sall, il y a eu assez de divisions avant les élections. Il y a assez de malentendus. Maintenant, déjà, même juste après sa sortie, nous avons vu des gens, membres de son parti, qui demandent déjà sa démission. Donc moi, je trouve qu'il serait un peu compliqué pour Amadou Ba d'incarner ou bien de réorganiser ce parti-là et d'être le véritable parti d'opposition au Sénégal. Parce que il va falloir qu'il tienne compte des aspirations profondes du Sénégal, des Sénégalais. Et déjà suivre comment les nouveaux dirigeants vont évoluer. Et c'est dans ce sillage-là, je pense qu'il peut s'organiser et faire d'abord une assise du parti politique, s'entendre. Sinon, je ne pense pas qu'ils feront, comme ils le souhaitent, une opposition vraiment capable d'apporter quelque chose au Sénégal. Alors, puisqu'il y a assez de divisions. Alors, je me retourne vers vous, Charlotte. La question aujourd'hui, c'est de savoir s'il peut réellement incarner l'opposition, comme l'a dit tout à l'heure Martial. Oui, par rapport à cette question, d'abord, il faut se demander c'est qui Amadou Ba. En soi, Amadou Ba, c'est quelqu'un qui a été ministre de l'économie et des finances, il a été ministre des Affaires étrangères, il a été aussi au cabinet à la mairie de Dakar, où il a rencontré justement Ousmane Sonko. Et ensuite, il a été ministre après le départ d'Aminata Touré, Premier ministre. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que dans la période où le président Wade était encore au pouvoir, l'ancien président, donc Macky Sall, était également son premier ministre et finalement sorti du Parti démocratique sénégalais, a créé son parti de l'Alliance pour le développement, je crois, et pour la République, pardon. Et finalement, il a accédé au pouvoir et il a gagné les élections. Et aujourd'hui, on se rend compte que Amadou Ba essaye pratiquement de faire la même chose, de répéter la même chose. Donc, on se pose réellement la question de savoir qu'est-ce qui pousse réellement ces autorités politiques à entrer dans un parti, à servir un gouvernement et qu'est-ce qui les pousse aujourd'hui à en sortir. Parce que cette décision qu'il a prise, c'est finalement une manière de remettre en cause le parti dans lequel il a fait partie. Désolé pour la tautologie. Et c'est
c'est un peu dommage de voir ça parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'ancien parti donc de Amadou Ba, parce qu'il n'en fait plus partie, et il y a un membre du parti qui a demandé sa démission, pour haute trahison. Pour haute trahison, exactement. Donc, on se pose vraiment la question de savoir quel est réellement l'intérêt pour ce dernier d'agir ainsi. Et maintenant, quelle est la raison derrière? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que c'est la population sénégalaise a quand même essayé de boycotter justement le parti de Macky Sall pour ne pas justement qu'il revienne et pour ne pas prendre son dauphin, donc Amadou Ba, et ce qui a permis au PASTEF de remporter les élections. Et cette situation donc nous met dans la posture où on se demande est-ce que la population sénégalaise a vraiment envie d'un Amadou Ba en tant que figure d'opposition? Et on se posera alors la question de savoir si ce dernier veut vraiment s'opposer à une politique profonde, parce que nous savons qu'au Sénégal, il y a des problèmes sur le plan social et économique. On a l'endettement, la crise entre le conflit russo-ukrainien qui n'a pas aidé. La cherté de la vie, malgré les mesures prises par le gouvernement. Exactement. Donc, il s'agit d'énormément de choses. Et donc, on se pose vraiment la question si Amadou Ba pourra réellement porter et qui sont ceux qui vont le suivre, parce que il serait un peu compliqué de se dire que les partisans de Macky Sall... Oui, mais ce qui trouvera toujours des militants, vous savez. C'est vrai, il trouvera des militants, mais on se pose vraiment la question s'il pourra faire le travail. Et d'un côté, quand on se rappelle des faits d'il y a quelques semaines, quand on a parlé du vol de véhicules présidentiels, on se rend compte également que le gouvernement en place aussi, ça pose un problème de sécurité, en fait, ce qui s'est passé. Donc, d'une manière ou d'une autre, on se demande réellement que ce soit le parti au pouvoir ou encore les différents partis présents au Sénégal, sont vraiment ou assez crédibles pour faire le travail, parce qu'il se pose là un problème de fond que de forme. Alors, justement, pour sortir de ce sujet sénégalais, Martial, c'est une question à deux volets. On sait qu'il y a eu des fractures assez énormes au niveau du Sénégal avant la présidentielle. Alors aujourd'hui, de sa tribune, Amadou Ba a annoncé incarner la rupture avec l'ancien parti présidentiel. Moi, je vous pose la question de savoir comment est-ce qu'il pourra faire cela, quoi qu'on dise, même si Macky, sa sortie n'a pas été comme il aurait souhaité, quand même, il a quand même encore quelques éléments dans le pays. Et ensuite, est-ce qu'il est judicieux aujourd'hui pour Amadou Ba de créer son parti ou bien son propre mouvement politique? Savoir s'il est judicieux pour Amadou Ba de créer son propre parti, c'est à lui que cela revient de prendre cette décision maintenant. Si nous devons observer cette initiative compte tenu de la structure politique du Sénégal et des événements récents qui ont eu lieu, on peut se dire oui, il peut se permettre de créer un nouveau parti. Charlone l'a dit tout à l'heure, il a été dans la politique sénégalaise pendant un bon bout de temps. Il a des partisans. Il a été candidat aux élections présidentielles. Il a été dans la politique, mais est-ce qu'il a su faire ses bancs? C'est ça la véritable question. Non, le problème est que quand il a déjà eu une certaine sorte de popularité, parce qu'il a été déjà candidat pour l'élection présidentielle, il a rassemblé 35% des voix, ce n'est pas anodin. Et il a suffisamment... Et 35% des voix ne venaient pas seulement de leur seul parti. N'oublions pas qu'il y a eu des alliances. C'est effectivement là que je veux déboucher. Il peut décider de se retirer de ce parti parce que, vous avez vu, la population sénégalaise a perdu confiance, je ne dirais pas envers le parti, mais ce que Macky Sall a fait. Et donc, il se dit que pour incarner quelque chose de nouveau, apporter quelque chose de nouveau comme opposition à la population sénégalaise, il faut quand même prendre un peu de distance avec le parti dans lequel il se retrouve. Je ne pourrais pas qualifier ça de trahison comme certains peuvent l'appeler, mais il s'agit d'une question de stratégie politique et de la vision que celui-ci est en train de vouloir incarner pour le peuple sénégalais. Alors, rien ne l'empêche de se retirer, de commencer à penser lui-même une politique pour
le peuple sénégalais et donc d'essayer d'avoir cette image du parti politique, étant donné qu'il a des atouts, il a des partisans, il a un parcours politique impressionnant dans la politique sénégalaise. Et donc, quand on rassemble cet ensemble d'éléments, on se rend compte que Amadou Ba est en mesure de créer un parti politique. Pas forcément dire que ce parti politique va remporter les prochaines élections, mais quand ça peut être une figure de proue de l'opposition. Voilà, peut être une figure de proue de l'opposition et serait sollicité par d'autres partis politiques, y compris le parti au pouvoir, le PASTEF. Voilà, le PASTEF, évidemment. Donc, si Amadou Ba peut avoir l'intention, l'idée de créer un parti, non pas pour gagner des élections, mais pour être une véritable figure de proue et servir d'élément de discussion, pourrait être un partenaire important pour la solidification des relations entre les Sénégalais avec le pouvoir en place. Ben, je crois qu'il est bien parti. Alors, nous quittons le continent africain, nous nous rendons au vieux continent. Là, nous sommes en Allemagne. En visite en Allemagne, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, en mot de provocation, le chancelier allemand a reçu le Premier ministre hongrois. Charlotte. Alors, je pense que Viktor Orban est dans son droit, ou on va dire dans son plein droit. Son one-man show. Aujourd'hui, il y a une montée importante de l'extrême droite et lui représente justement le parti nationaliste conservateur et dans son pays, en Hongrie. Donc, c'est pour cette raison que il revient. Donc, il vient en Allemagne tout fier parce que auparavant, il a eu des discussions aussi avec les partisans du parti AfD, de l'extrême droite, allemande. Donc, en Allemagne. Donc, on comprend un peu pourquoi il fait tout ça. Et nous savons que le chancelier, lui, il est plutôt un socialiste démocratique. Donc, on comprend alors pourquoi ce dernier pourquoi il a affirmé que, justement, que l'Allemagne n'est plus ce qu'elle était auparavant. Mais il est important de noter que ici, la question qui se pose, c'est vraiment quel est le changement que veut opérer l'Europe et encore l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne est portée par le chancelier, même si aux dernières élections européennes, on se rend compte que son parti a perdu 2 sièges et vient même après le parti d'extrême droite en Allemagne. Cela pose un véritable problème, mais il est important de se rendre compte quand même que malgré cette dissension entre les deux autorités, on remarque qu'ils sont quand même pour certaines mesures stratégiques, notamment de l'ouverture de l'Union européenne aux pays balkans. Donc, on se rend compte que la crise russo-ukrainienne le fait quand même un peu chaud au fait, c'est que ces derniers acceptent donc l'ouverture de l'Union européenne à ces pays-là. Et donc, nous pensons que Viktor Orban est dans son one-man show, c'est vrai. Mais il faut quand même noter que la montée de l'extrême droite est de plus en plus flagrante et que ce dernier ne se cache plus de le montrer. Alors justement, je me retourne vers vous, monsieur Agrossou. On sait quand même que les relations entre les deux pays ne sont pas au beau fixe. Et comme en 2022, le Premier ministre hongrois ne fait rien pour changer la donne. Pourquoi est-ce que, selon vous, Viktor Orban agit de la sorte? Ok, Viktor Orban, et avec son pays, fait partie de l'Union européenne. Orban, sa particularité, c'est quoi? Il n'a jamais épousé toutes les décisions que l'Union européenne prend. Au fait, déjà, elle a été condamnée à 200 millions d'amende pour sa politique d'asile. Et prochainement, Orban, d'ici quelques jours, va prendre la présidence de l'Union européenne. Et pour cela, il a besoin des alliés. Il a besoin des alliés parce que la plupart des pays de l'Union européenne ne s'entendent pas, ne sont pas au beau fixe avec la Hongrie. Justement à cause du non-respect de certaines décisions. Par exemple, pour la crise russo-ukrainienne, Orban n'a pas appliqué toutes les sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre de la Russie. Donc, étant le prochain président,
il a besoin de discuter avec certains pays pour pouvoir mieux gérer sa présidence tournante. Donc, pour cela, je pense que c'est ce qui justifie son déplacement en Allemagne. Donc, puisque l'Allemagne et la Hongrie ont toujours des différences, surtout sur la politique migratoire et d'asile. Alors justement, je me retourne vers vous, Martial. C'est le mode de fonctionnement de Viktor Orban. Lors de cette visite, il a déclaré, je cite, « L'Allemagne ne ressemble plus à celle qu'elle était. Si je compare du pays il y a 10 ans, le goût n'est plus le même, l'odeur n'est plus la même. » De tels propos pourraient pousser l'extrême droite allemande à avoir des idées? Oui, évidemment, parce que l'extrême droite, surtout quand nous observons le contexte en Europe, une poussée de l'extrême droite qui est vraiment incroyable. Je ne crois pas que ce sont ces propos-là qui vont réveiller l'extrême droite allemande. L'extrême droite allemande se réveille déjà à travers ce qui s'est produit lors des élections européennes. Et donc la visite de Orban en Allemagne, vous avez vu, c'est une visite qui s'est faite sans les honneurs et tout cela. C'est pas comme s'il y avait des relations étaient très très chaudes. Peut-être que c'est un dédain de l'Allemagne envers le Premier ministre hongrois. Oui, effectivement, parce qu'ils ont plusieurs points de divergence. Parce que d'abord, Orban ne s'entend pas avec l'Allemagne sur plusieurs points. Vous l'avez évoqué, la question migratoire. Ils sont nets, catégoriques. Ils sont absolument opposés sur la question. Non seulement cela, Viktor Orban ne s'entend pas avec l'Union européenne, l'ensemble des pays de l'Union européenne sur la mise en place des politiques migratoires et la question de l'Ukraine évidemment. Et donc cela crée déjà une friction entre les deux dirigeants. Vous les voyez avec des souris, mais pour celui qui sait interpréter très bien l'expression faciale, vous verrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux. Maintenant, pourquoi organiser cette rencontre? Mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est le 1er juin, à partir du 1er juin, la Hongrie va assurer la présidence tournante de l'Union européenne et il y a des postes clés de la présidence qu'il faut essayer de pouvoir. Et donc, la Hongrie se trouve dans l'obligation de discuter avec les partenaires européens sur les différentes questions qui fâchent. Il doit pouvoir avoir de compromis. Et vous allez voir, après avoir quitté l'Allemagne, il se rendra en Italie, discuter avec Giorgia Meloni. Bien que c'est les patates de même sillon. Non, il y a une différence. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence, mais c'est les patates de même sillon à partir du moment où ils sont tous de l'extrême droite. Donc, ils sont d'extrême droite, mais avec une certaine particularité. Vous voulez dire que Meloni est disciplinée, c'est ça? Non, je ne veux pas dire que Meloni est disciplinée, mais compte tenu du flux migratoire dans Lampedusa, Meloni demande quelque chose de la part des autres États, c'est de permettre à ce que ces États-là absorbent aussi les migrants qui viennent. Mais du côté de Orban, c'est... Oui, mais c'est que le discours a changé. Meloni, elle a changé de discours parce que quand elle n'était pas aux affaires, elle ne tenait pas ce discours. Comme quoi, on juge le maçon au pied du mur. Oui, en effet. Et donc, c'est cette visite que Viktor Orban est en train d'entamer s'inscrit parfaitement dans cette logique de revoir comment la présidence, l'organisation de l'Union européenne. Et ça révèle quelque chose aussi d'important. Vous avez vu, l'objectif de l'Union européenne, c'est d'arriver à un tout européen. Mais on constate déjà que sur des questions données, il y a déjà une grande divergence d'opinion qui sont parfois très strictes, très radicales. Et puis, on se demande, mais cette idée de la construction européenne que les pays européens essaient de véhiculer, est-ce que cela pourrait être une réalité quand on sait déjà qu'il y a un Viktor Orban qui soutient évidemment l'arrivée au sein de l'Union européenne des pays de Balkans comme la Serbie avec qui la Hongrie entretient de bonnes relations et les deux pays entretenant de bonnes relations avec la Russie. Et donc, l'Europe se retrouve dans une situation complexe où il faudra repenser la question même de l'intégration européenne au sein de cette organisation. Alors, pour sortir, est-ce qu'aujourd'hui, l'analyste géopolitique que vous êtes, est-ce que vous avez l'impression que la Hongrie est une épine sous le pied de l'Union européenne? Une épine sous le pied, c'est dire que la Hongrie cherche à faire mal aux pays européens. C'est ce que vous voulez dire? Alors, bon, par rapport à ça,
La Hongrie, disons, est dans sa politique de faire les choses comme elle l'entend et justement portée par son dirigeant, M. Viktor Orban. Il est dans la droite ligne de ce qu'il estime bien pour lui. Donc, notamment par rapport à la question la question migratoire et tout, on remarque que celui de ce dernier est vraiment catégorique. Et nous savons que la politique de la plupart des pays de l'Union européenne, c'est justement qu'ils sont ouverts à cela. Et c'est d'ailleurs cette question qui a posé de grands soucis sur la scène interne de la France aujourd'hui, avec la montée du Rassemblement national. Même si on remarque que lors des campagnes aujourd'hui, ils essayent un peu de ne plus trop en parler, histoire certainement de gagner plus d'électeurs. Donc cette question, ça montre que, d'une part, on peut noter quand même qu'il y a une question à laquelle certainement la plupart des partis qui sont donc populistes répondent oui. C'est qu'ils veulent soit exclure la politique migratoire ou réduire la politique migratoire. Et quand on va peut-être faire chaque peuple, on va dire, sur la scène européenne, est-ce que ces derniers-là, quand on leur pose la question, est-ce que vous voulez qu'il y ait moins d'étrangers dans vos pays, on pourrait assister à des deux oui sur 5 ou plus ou moins. Donc, en fait, toutes ces questions-là... Cette question aussi mérite d'être posée ici chez nous aussi également. Hein? Oui. Et cette question-là, c'est justement cette question-là qui... c'est pour cela, en fait, qu'on ne peut pas refuter totalement les discussions autour de la migration dans les pays européens. Et c'est pour ça que les politiques, on pourrait les entendre, mais on n'est pas forcé de les accepter dans le sens où la question, elle est profonde. Elle est vraiment profonde. Donc, il est important que on sache que la Hongrie peut effectivement porter donc cette question-là avec les différents États comme l'Italie qui est vraiment très très strict aussi par rapport à la question et d'autres pays encore. Et ensuite, sans sa proximité, par contre, avec la Russie, pourrait poser problème à certains pays de l'Union européenne. Nous savons que malgré le conflit russo-ukrainien, les États n'ont pas arrêté totalement de collaborer. Donc, c'est que sur la scène internationale qu'on se rend compte qu'il y a divergence. Donc, en vrai, est-ce que la Hongrie peut réellement être une épine sous le pied? Je ne crois pas. Oui, vous allez renchérir. Au fait, oui, je voulais renchérir ce qu'elle a dit. Au fait, aujourd'hui, la Hongrie constitue, en quelque sorte, le dernier pont qui existe entre l'Union européenne et la Russie. Je pense que, parce que actuellement, si nous prenons tous les pays de l'Union européenne, le pays le plus proche de la Russie aujourd'hui, c'est la Hongrie, dans les pays de l'Union européenne. Voilà que Orban prend prochainement la présidence tournante. Oui, mais nous avons aussi la Slovaquie, qui est également proche de la Russie. Qui sont même proches, mais qui ne peuvent pas oser le dire. C'est ça, mais dans ce contexte, on peut encourager Orban le fait que lui, il l'affiche et il ne le cache pas. Parce que vous voyez les sanctions que l'Union européenne prend à l'encontre de la Russie, Orban ne respecte pas tout. Et Orban souhaiterait qu'il y ait une coopération de ces pays avec la Russie pour le développement économique de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces sanctions, ça agit sur tous les pays européens. Ce n'est pas uniquement l'Allemagne, la France ou l'Italie. Et aussi sur la question migratoire, il va falloir qu'ils fassent des discussions sérieuses et s'entendre. Vous voyez, je pense que c'est ça là qui justifie aussi peut-être la montée. De toutes les façons, la Hongrie ne peut pas encore véritablement parler d'immigration comme un pays comme l'Italie, l'Espagne, ces pays qui subissent l'immigration de plein fouet. Donc, wait and see, comme disent les Anglais, j'aimerais bien voir Orban quand il aura affaire à ça. Alors, nous allons évoluer, mais nous restons toujours dans le vieux continent. Nous allons à Chypre. Le pays joue la carte de la modération face aux menaces du Hezbollah. Chypre fait partie de la solution et non du problème. Voilà les mots du président chypriote. Les propos
les propos du président chypriote à l'endroit du chef du Hezbollah? Quand j'ai lu l'information, je me suis dit, mais là, c'est quelque chose de très intéressant. C'est le Hezbollah qui dit attention, et puis Chypre dit non, ne fais rien. Ça fait un peu Ça de fait théâtre. sourire. Ouais, ça fait sourire, suffisamment sourire. Et ce qui se passe, c'est que juste il y a de cela quelques jours, l'armée israélienne a dévoilé le fait qu'un plan a été adopté pour continuer, pour mener des opérations à l'endroit du Hezbollah, au nord d'Israël. Et face à cette situation, le Hezbollah, avec ses techniciens, ont essayé de reproduire un scénario, se demandant comment est-ce que cette opération pourrait avoir lieu quand on sait que Israël est coincé entre l'Égypte, la Jordanie et il y a La Syrie. la Syrie et le Liban même au nord. Donc on se dit que forcément Israël aurait besoin d'un plan de soutien, doit avoir De sauvetage. de sauvetage, bon, pas de sauvetage j'aurais dit, mais avoir un repli stratégique, une base à partir de laquelle Israël pourrait opérer beaucoup plus facilement, parce que le contexte là où la situation géographique ne permet pas à Israël de vraiment mener l'opération comme Israël entend la mener. Et donc c'est l'État qu'on trouve qui est en mesure d'être cette base stratégique à Israël en même temps, c'est Chypre. Maintenant, comment se fait-il que Chypre est resté pendant plusieurs années dans la région? C'est le seul pays de l'Union européenne qui est vraiment proche du Moyen-Orient, mais qui en réalité entretient de bonnes relations et avec Israël et avec le Liban, et n'a presque de problème avec personne. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui le Hezbollah se permet d'avertir Chypre? Parce que le Hezbollah aurait eu des informations qu'on peut exploiter des bases militaires. Il y a des bases militaires britanniques en Chypre qu'on peut utiliser à l'endroit du Hezbollah. Et l'inquiétude du Hezbollah est tout à fait compréhensible, parce qu'on voit quoi quand les Houthis du Yémen ont commencé à attaquer les navires en mer et que les États-Unis et la Grande-Bretagne devaient mener des opérations. La Grande-Bretagne a mené les opérations depuis ses bases militaires en Chypre. Et donc le Hezbollah se dit attention, si depuis quelques années Chypre qui a réchauffé ses relations davantage avec Israël au point même de faire parfois des exercices militaires, comment est-ce que Israël entend mener des opérations militaires contre le Hezbollah aujourd'hui sans que Chypre ne soit impliqué, et donc lance en même temps l'avertissement? Bah oui, mais c'est facile de pointer Chypre du doigt. Peut-être que les attaques pourraient également partir de l'Égypte. Hein, sait-on jamais. Je dis n'importe quoi comme ça, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, en proférant de telles menaces contre Chypre, est-ce que le chef du Hezbollah n'est pas déjà aussi en sourdine, en train de menacer par ricochet l'Union européenne, quand on sait que Chypre est quand même membre de l'Union européenne? Oui, vous savez, dans ce conflit d'Israël-Hamas, Israël-Palestine, c'est vrai que tout État qui pourrait être partisan, soit de l'Union européenne, donc des États-Unis et par ricochet d'Israël, ne serait pas le bienvenu pour le Hezbollah. Et nous savons que, comme l'a dit tout à l'heure M. Martial, Chypre, c'est le seul pays membre de l'Union européenne le plus proche du Moyen-Orient. Ça, c'est une situation géographique intéressante. Il y a aussi la Grèce qui est là, hein, la Grèce qui n'est pas très loin. Hein. Oui, mais Chypre, c'est encore plus proche, que ce soit 300 mètres, 200 mètres. du Liban Bah ou ouais, c'est encore juste la mer. d'Israël. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Oui. Donc, cette situation géographique met donc Chypre dans une situation stratégique très intéressante, que ce soit sur le plan sécuritaire, comme voilà, Chypre a d'ailleurs aidé à faire, pendant les aides humanitaires lors du conflit, pendant le conflit Israël-Gaza qui continue toujours. Donc tout ça fait que aujourd'hui, si le Hezbollah se rend vraiment compte que parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut se rappeler qu'on a l'impression que les États-Unis sont en train de faire soi-disant recul par rapport à Israël. Et quand on est Soi-disant recul. Vous n'êtes pas très convaincu, on dirait. Hein?
nous savons qu'il y a un contexte électoral. Et Les États-Unis étaient toujours un soutien ferme à Israël. Quand un État comme ça, comme les États-Unis, affiche un certain recul, ça voudra dire que ces alliés vont certainement prendre le relais. Et aujourd'hui, si le Hezbollah s'en prend donc au Chypre, c'est que il y a quelque chose en sourdine. Qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Donc, il ne faudrait pas que les États-Unis nous fassent peut-être croire qu'il n'y a rien, mais que l'Union européenne prenne le relais pour quoi que ce soit. Donc, je pense que le Hezbollah est juste dans sa politique de vraiment avertir, parce que nous savons que le Hezbollah, ils en sont capables. Donc, il faudrait pas... Quand on a un parent appelé l'Iran, hein, on peut bomber le torse dans la zone du Moyen-Orient. Alors, je me retourne vers vous, monsieur Valdo Agossou. Lorsque Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, déclare, je cite, « Nous allons combattre dans tous les limites, ni plafond Israël, laisser une guerre de large envergure. » Alors, moi, ma question, c'est de savoir, lorsque Hassan Nasrallah, qui il y a encore quelques mois ne donnait pas de la voix, et aujourd'hui a décidé de donner de la voix, qu'est-ce que ça cache? Est-ce qu'il y a déjà des sous-entendus? Est-ce que nous sommes déjà en plein dans la guerre Hezbollah-Israël? Au fait, la situation du Hezbollah, l'Israël et Palestine, c'est une situation un peu compliquée. Aujourd'hui, nous savons que l'Israël est en plein conflit avec le Hamas. Okay? Comme le disait mon ami, Chypre fait partie des pays les plus proches du Moyen-Orient appartenant à l'Union européenne. Et que les États-Unis sont toujours et ont été toujours un soutien ferme à l'Israël. Mais depuis quelques semaines, la lune de miel prend du plomb. Hein? Non, à part que l'Israël demande la livraison de certaines qualités de bombes que les États-Unis ont dit qu'ils ne peuvent pas livrer. Par exemple, des bombes à fragmentation. Les États-Unis ont dit qu'on ne peut pas livrer ce type d'armes. Maintenant, nous savons que l'Israël mène des raids au nord du Liban, là où le Hezbollah est présent. Vous voyez? Et la semaine passée, l'Israël a éliminé 3 hauts dirigeants du Hezbollah. C'est d'où est parti le problème. C'est pas encore beaucoup. Non, allez-y. Vous comprenez? Et cela, c'est ça, c'est à partir de cela que... En réponse à cela. Exactement. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a 2 bases militaires en Chypre qui sont toujours sous la domination britannique. Et par exemple, les frappes qui ont été opérées dans la mer contre les Houthis, la coalition Grande-Bretagne et États-Unis, les avions décollaient de ces 2 bases-là. Donc déjà, le Hezbollah se sent menacé. Puisqu'il s'est dit, ben, si c'est ça, si nous rentrons en conflit avec l'Israël, l'Israël peut partir de ces bases-là ou bien pour nous frapper aussi. C'est pourquoi il donne des avertissements. Moi, je pense que c'est juste, comme on le dit, comme ils ne disposent pas des armes de dissuasion comme l'arme nucléaire, c'est leur manière à eux de faire des dissuasions. Alors, Martial, oui, Martial, je vous pose la question de savoir, aujourd'hui, est-ce que vous croyez que le Hezbollah est prêt à déplacer la guerre au niveau du vieux continent? Parce que proférer de telles menaces, ça donne froid au dos quand même. Hein? Depuis quelques semaines déjà, la guerre entre le Hezbollah et Israël est déjà très visible. La guerre n'a jamais terminé entre ces deux. Oui, voilà, exactement. Mais ça devient de plus en plus palpable. Et puis, les cibles vont de plus en plus en profondeur, aussi bien des 2 côtés, que ce soit d'Israël ou du côté de Hezbollah, ce qui fait monter les enchères par rapport à un risque d'embrasement de la région. Aujourd'hui, j'ai comme impression que la guerre qui se déroule à Gaza se déplace au Liban, au nord du Liban avec le Hezbollah. Oui, mais la question c'est de savoir, est-ce que la guerre entre Hezbollah et Israël, elle n'a jamais pris fin, elle est toujours là, latente, hein? Ah oui, c'est toujours là. Et puis, on semble constater qu'il y a cette faveur, cette situation favorable qui permet aux deux, je ne vais pas dire États, à Israël et au Hezbollah de démontrer encore un peu de la force. Vous l'avez dit. Oui, de bomber. Voilà, de sortir les muscles, évidemment. Et compte tenu il a évoqué quelque chose maintenant, disant que 3 dirigeants
voilà, du Hezbollah ont été tués. Vous avez dit ça ne suffit pas, mais il faut voir. Non, non, Martial. Et donc, ces personnes, il faut voir de qui est-ce qu'il s'agit, qui sont ces personnes qui ont été éliminées. Ce sont de hauts dirigeants, des personnes, des planificateurs, des stratèges. Et donc, si ces personnes-là, si on permet à Israël... Allez demander à l'Iran comment est-ce qu'Israël élimine les hauts dirigeants de la révolution. Ah oui, c'est pour éviter que cela continue, que Israël doit... Je dirais qu'actuellement, Israël ne peut pas se permettre d'ouvrir une guerre, de faire une guerre ouverte au Hezbollah. De toutes les façons, M. Agostino n'a jamais été ouverte. Donc, oui, vous allez chuter par là, on va... Israël en a tellement envie de se lancer dans cette guerre. Deux fronts. Oui, évidemment. En même temps, Israël pense le faire. Et puis, Israël n'a pas manqué de démontrer cette volonté-là à plusieurs reprises. Maintenant, est-ce que Israël va le faire sans le soutien de l'allié américain? Donc, c'est le problème qui se pose. Donc, s'il s'agissait d'Israël seul à lui-même, bon, Israël allait se lancer déjà dans cette guerre il y a très longtemps. Rappelons quand même que quand Benjamin Netanyahou a montré la carte la dernière fois, l'Iran était en noir. Ah ouais, donc, bon, de toutes les façons, nous allons évoluer, nous allons rester au Moyen-Orient. Cette fois-ci, nous allons directement en Israël, proprement dit. Benjamin Netanyahou accuse les États-Unis d'entraver la livraison d'armes à l'État hébreu. Alors, dites-nous un peu cette sortie médiatique de Benjamin Netanyahou qui accuse Washington. Alors, on pourrait être étonné de voir que le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui accuse les États-Unis, le premier allié. Mais il ne faudrait pas rester déçu et croire ce qui est dit parce que d'un côté, sous un angle, on pourrait le voir d'abord sur... nous savons qu'en Israël aujourd'hui, il y a des élections qui approchent, de même qu'aux États-Unis. Et les élections qui approchent en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'est pas forcément le bienvenu. Pour la plupart des Israéliens, ils veulent que ce dernier ne revienne plus. Donc, c'est une manière aussi pour lui de mettre la faute d'une éventuelle défaite peut-être d'Israël sur les États-Unis et non sur les différentes mesures prises par lui en tant que Premier ministre dans la guerre entre Israël et Hamas. Et ensuite, sous un autre angle, nous pourrons dire que c'est peut-être que ces deux États-là essayent un peu de jouer un peu du ping-pong. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a les électorats des deux côtés et ils essayent... Donc, la politique du président Joe Biden aujourd'hui, c'est d'être un peu plus en recul par rapport au conflit afin de pouvoir gagner plus d'électeurs. Et donc, cela lui permet de pouvoir accéder au pouvoir pour une seconde fois. Et pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, c'est une façon aussi pour lui de faire voir qu'il n'est pas forcément celui qu'on décrit, c'est-à-dire c'est pas forcément lui qui cherche c'est plutôt les États-Unis qui ne veulent pas forcément aider un Israël qui est en difficulté sur le plan de la guerre. Donc c'est une manière pour lui de dissuader des deux côtés et de faire passer plutôt son intérêt avant celui du peuple. Alors, cette sortie médiatique, c'était juste une vidéo de quelques minutes que la Maison-Blanche traite d'incompréhensible. Oui, exactement. Vous voyez, aujourd'hui, Israël se félicite de la livraison d'armes des États-Unis. Nous savons tous que les États-Unis, ils le disent et ils ne le cachent pas, ils sont un soutien indéfectible à l'Israël dans cette guerre qu'elle mène contre la Palestine. Mais ce que dit... la Palestine, le Hamas plutôt. Voilà, le Hamas plutôt. Ce que dit Netanyahou ne refuse pas, mais seulement il dit, certes, vous nous aidez, mais les livraisons viennent en retard. Et aussi, vous ne nous fournissez pas toutes les armes dont nous avons besoin. Comme je le disais, par exemple, l'Israël demande des bombes à fragmentation aux États-Unis, mais les États-Unis ont dit non, on ne peut pas vous donner ce type d'armes. Et aussi des livraisons d'armes qui ne viennent pas à temps. C'est de ça, je pense que c'est de ça Netanyahou parle. Et aussi, vu que les élections s'approchent dans les deux pays, chacun essaie de jouer à son jeu pour avoir
comment dirais-je, ses électeurs dans sa poche. Joe Biden, aujourd'hui, nous avons vu qu'il a pris du recul par rapport à ce conflit-là. Au début, il était plus actif que ça, mais aujourd'hui, il a pris du recul et ne fait plus de déclarations comme ça. Des fois, on voit même Joe Biden qui dit qu'il va parler avec Netanyahou, ils vont reculer, il y aura une solution, vous voyez. Mais Netanyahou n'a jamais caché son ambition, c'est-à-dire d'éliminer totalement les membres du Hamas. Est-ce qu'on élimine ce qu'on ne voit pas facilement? Alors, pour sortir de ce sujet, le porte-parole de la Maison-Blanche parle d'incompréhensible par rapport à cette vidéo, mais de son côté, le secrétaire d'État américain à la Défense a rassuré Israël. Alors, dites-moi un peu, pourquoi ces deux sons de cloche? C'est comme sur une scène de théâtre. C'est exactement ce qui se déroule. En vrai, les États-Unis ne peuvent pas, du moins on ne peut pas imaginer maintenant que les États-Unis ne fournissent pas d'aide de façon conséquente à Israël. C'est quelque chose qui ne peut s'entendre. Maintenant, compte tenu des élections, je pense que ce scénario qui est en train de se réaliser est initié essentiellement pour avantager les États-Unis parce qu'on se rapproche des élections législatives. Et bien avant cela, il y a déjà eu un épisode où les États-Unis disent que bon, on cesse de livrer les armes à Israël, comme ça devient de trop. Et donc, c'est ça, ce qui vient de se produire s'inscrit dans la continuité. On se dit, ben, ce qu'on va faire, c'est ça. Vous dites que nous ne vous livrons plus d'âme, nous répondons, ben, nous essayons... En tant qu'analyste géopolitique, vous croyez que c'est un schéma? Si, c'est plausible, c'est quelque chose. En tout cas, je miserai beaucoup plus dessus que sur le fait que les États-Unis veuillent en réalité ne pas livrer certaines qualités d'âme à Israël. Je pense beaucoup plus que c'est une sorte de scénario qu'on essaie d'orchestrer pour montrer évidemment à l'électorat républicain, américain surtout, que bon, Joe Biden fait des efforts. Il suit ce qui est en train de se passer. Il est à l'écoute des Américains et donc décide maintenant de ne plus livrer des armes à Israël. Et c'est pas les États-Unis qui le disent, c'est Israël qui vient dire que les États-Unis ne leur livrent plus d'armes comme il le faut. Et vous allez voir, le porte-parole répond disant que c'est incompréhensible. Le secrétaire d'État américain rassure. Cela semble, voilà, rassure. Donc tout cela semble être quelque chose de bien orchestré. Maintenant, on peut essayer de voir la chose sous un autre angle en disant évidemment que les États-Unis, compte tenu de l'évolution de la situation, sont dépassés eux-mêmes parce que les États-Unis n'ont pas toujours perdu cette flamme de respect des droits de l'homme, de garder toujours cette image de défenseur du monde libre, ainsi de suite, avec toutes les valeurs qui y vont avec. Et donc, on peut entendre que effectivement, les États-Unis quand même ont cette volonté-là, même si cela ne se matérialise pas concrètement sur le terrain, parce que j'ai du mal à croire que les États-Unis aujourd'hui ne seraient pas en mesure de livrer des armes à Israël, compte tenu de la situation qui prend de plus en plus d'ampleur, parce que aujourd'hui, Israël ne va plus seulement avec le Hamas. Israël veut se confronter maintenant au Hezbollah, dont la capacité militaire n'est pas égale à celui du Hamas. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, c'est avec cette intervention de l'analyste géopolitique Martial Akwete que nous mettons un terme à notre émission de cet après-midi. Merci d'être toujours disponible pour nous. Merci Charlotte. Merci Monsieur Agossou. C'était un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Merci. Terminus tout le monde descend. Retrouvons le lundi prochain pour le tout premier numéro du mois de juillet. Ça se passe tous les lundis après-midi sur Osaïe Télévision, la télévision de l'excellence.